Nous sommes en 1943. L'Europe est ravagée par les flammes de la Seconde Guerre mondiale. Derrière les lignes de front, dans l'ombre des territoires occupés, une autre bataille fait rage, une bataille d'intelligence, de tromperie et de survie. Voici l'histoire de l'opération Minsme. Cousine moins connue de l'opération Minsme, une mission qui allait révéler l'une des trahisons les plus dévastatrices de l'histoire de l'espionnage. Notre récit commence dans un bureau exigu de Baker Street, à Londres, siège du spécial. Opération exécutive, plus connue sous le nom de SOE. C'est dans ces pièces ordinaires que la Grande-Bretagne a orchestré certaines de ses opérations de guerre les plus audacieuses. Au printemps 1943, les services de renseignement britanniques ont identifié une faille critique dans les défenses allemandes le long des côtes belges. Cette information pourrait raccourcir la guerre de plusieurs mois et potentiellement sauver des milliers de vies. Mais pour l'obtenir, il fallait infiltrer un agent profondément en Belgique occupée, au cœur même du territoire contrôlé par les nazis. L'homme choisi pour cette mission impossible était le capitaine Henri Dercor. À 32 ans, Dercor était un pilote français au parcours irréprochable. Il avait fui la France occupée en 1942 et s'était porté volontaire pour les Britanniques. Charismatique, sûr de lui et parlant couramment allemand, il semblait le candidat idéal. Mais Dercor ne partirait pas seul et constitua donc un petit réseau d'agents. Il y avait Marle, une résistante belge dont la famille avait été décimée par l'occupation. Elle connaissait chaque rue, chaque planque de Bruxelles. Il y avait aussi Jacques, un opérateur radio de Manchester, à peine âgé de 23 ans, dont la mission était de maintenir le contact avec Londres par des transmissions radio-codées. Le dernier membre était une personne inattendue, Élise Russo, une Française de 30 ans qui avait travaillé comme secrétaire à Paris avant la guerre. Élise avait été recrutée pour sa mémoire photographique et sa capacité à se fondre parfaitement dans la société occupée. Elle serait les yeux et les oreilles de l'équipe dans les cercles sociaux où les officiers allemands baissaient leur garde. Le briefing de la mission eut lieu par une froide soirée de mars. Le commandant Nicholas Boddington, leur responsable, exposa l'objectif avec une précision chirurgicale. Il devait être parachuté en Belgique, prendre contact avec la résistance locale et recueillir des renseignements sur les fortifications côtières allemandes. Ces renseignements seraient cruciaux pour le débarquement allié que tous savaient imminent. Les risques étaient colossaux. La capture signifiait torture et exécution. La Gestapo était devenue d'une efficacité terrifiante pour démanteler les réseaux de résistance. L'espérance de vie moyenne d'un agent du SOE en Europe occupée était de 6 semaines. Le 23 mars 1943, sous un ciel sans lune, les 4 agents sautèrent en parachute dans un champ, près du village de Waterloo, en Belgique. Le saut fut éprouvant. Marie atterrit mal et se foula la cheville. L'équipement radio de Jacques faillit se briser à l'impact. Mais ils étaient vivants et derrière les lignes ennemies. Les premières semaines se déroulèrent remarquablement bien. Peut-être trop bien. Les contacts de Marie-Louise dans la résistance lui fournirent des planques et de faux papiers d'identité. Élise obtint un poste dans un café fréquenté par des officiers allemands, ce qui lui permit d'obtenir de précieux renseignements informels. Jacques établit une liaison radio avec Londres, envoyant et recevant des messages à la faveur de la nuit. Dercor, en tant que chef d'équipe, coordonnait leurs activités avec une efficacité impressionnante. Il semblait posséder un don exceptionnel. Pour anticiper les patrouilles allemandes, déplaçant toujours l'équipe juste avant le danger. Sa confiance était contagieuse. En un mois, ils avaient recueilli des renseignements considérables sur les mouvements de troupes, l'agencement des fortifications et les voies d'approvisionnement. Ces renseignements étaient précieux. Londres était en liesse. Mais Marie-Louise commença à remarquer quelque chose d'inquiétant. À 2 reprises, des membres de la résistance rencontrés par Dercor furent arrêtés quelques jours plus tard. Elle en parla à Élise lors d'une conversation tendue dans une planque exiguë aménagée dans un grenier. Coïncidence, suggéra Élise, mais son regard trahissait ses doutes. Jacques avait ses propres inquiétudes. Certaines de ses transmissions vers Londres semblaient être anticipées. Une fois, il modifia l'heure d'une transmission prévue à la dernière minute, sur un coup de tête,
pour découvrir. Plus tard que des fourgons de détection radio allemands avaient été positionnés près de l'endroit initialement prévu, précisément à l'heure où il aurait dû transmettre. Lorsque Jacques en informa d'Aircore, leur chef eut une réaction. L'explication était toute trouvée. Les Allemands sont de plus en plus efficaces dans leurs enquêtes. Nous devons être plus prudents, plus imprévisibles. C'était raisonnable. C'était logique. Mais quelque chose clochait. En juin 1943, la mission avait pris de l'ampleur. Ils avaient recruté plusieurs résistants locaux et mis en place un réseau de renseignement opérationnel. Les informations parvenaient régulièrement à Londres, mais la Gestapo Se rapprochait. Le 15 juin, une cellule de résistance à Anvers fut entièrement démantelée. 17 personnes furent arrêtées, dont le chef de la cellule que de Raor avait rencontré personnellement 3 jours auparavant. Puis, une autre arrestation eut lieu à Bruxelles et une autre à Lich. Marle confronta de Raor directement. Chaque personne que vous rencontrez finit par être arrêtée dans la semaine. Comment expliquez-vous cela? La réponse de Raor fut mesurée, presque trop calme. La Gestapo est sous pression pour obtenir des résultats. Ils intensifient leurs efforts. Nous sommes dans la phase la plus dangereuse de notre mission. La suspicion est la paranoïa, nous tuerons tous plus vite que les Allemands. Il avait raison. Bien sûr. La paranoïa était mortelle dans leur métier. La confiance était la seule monnaie qui comptait. Pourtant, le schéma était indéniable. Élise décida de mener sa propre enquête. Elle commença à observer d'Aircore, notant ses mouvements, ses absences inexpliquées. Un soir de fin juin, elle le suivit dans les rues de Bruxelles qui s'assombrissaient. Ce qu'elle vit allait tout changer. D'Aircore entra dans un immeuble du rue de l'Awa, une rue connue pour abriter des bureaux de la Gestapo. Elise attended. Caché dans l'embrasure d'une porte de l'autre côté de la rue, le cœur battant la chamade. 1 heure plus tard, d'Aircore sortit, détendu, sans hâte. Il alluma une cigarette et s'éloigna comme s'il venait de terminer un agréable dîner. Élise se sentait mal, mais il lui fallait des preuves. Elle devait en être absolument certaine. La semaine suivante, Élise partagea ses observations avec Marie Le et Jacques. Ils se retrouvèrent dans la cave D, une brasserie abandonnée, l'endroit le plus sûr qu'ils purent trouver. La conversation fut pénible. Il faut le tester, suggéra Jacques. Lui donner de fausses informations et voir si les Allemands réagissent. Ils élaborèrent un plan. Jacques enverrait un faux message à Londres, prétendant avoir découvert un important dépôt de munitions allemand à un endroit précis. Ils informeraient d'Erek, et d'Aircore seulement, de cette prétendue découverte. Si la sécurité allemande était renforcée sur place, il aurait leur réponse. Le piège était tendu. D'Erekcourt fut informé de l'existence de ce dépôt de munitions fictif. Il parut intéressé, posant des questions détaillées sur son emplacement et ses défenses. 48 heures plus tard, Marie-Louise effectua une reconnaissance sur les lieux. Ce qu'elle découvrit confirma leurs pires craintes. La zone, auparavant peu gardée, était désormais grouillante de soldats allemands. Des points de contrôle supplémentaires avaient été établis sur toutes les routes d'accès. Il n'y avait plus aucun doute. Henri d'Aircore était un agent double. La révélation fut dévastatrice. Depuis combien de temps travaillait-il pour les Allemands? Étaient-ils compromis dès le départ, ou avaient-ils été retournés après son arrivée? Combien de renseignements avaient-ils trahi? Combien de résistants étaient morts à cause de lui? Et le plus terrifiant, si d'Aircore était un agent double, pourquoi était-il encore en vie? Cette question les hantait tandis qu'ils planifiaient leur prochaine action. Si les Allemands savaient qui il était, grâce à d'Aircore, pourquoi ne les avaient-ils pas arrêtés? Il n'y avait que 2 explications logiques, toutes 2 glaçantes. Première possibilité, d'Aircore fournissait aux Allemands suffisamment d'informations pour paraître utile tout en protégeant sa couverture. Les Allemands jouaient sur le long terme, laissant le réseau fonctionner tout en recueillant des renseignements sur les méthodes et les opérations du SOE. Deuxième possibilité, ils servaient d'appât. Les Allemands les maintenaient en activité pour identifier et capturer d'autres résistants susceptibles de les contacter. Dans les 2 cas, ils étaient déjà morts. Ils n'avaient simplement pas encore été enterrés.
La solution logique était une extraction immédiate. Contacter Londres, organiser une évacuation d'urgence, partir. Mais cela signifiait abandonner. Des mois de travail, et plus important encore, abandonner les résistants qui avaient tout risqué. Pour les aider. Marie-Louise était catégorique. Nous ne pouvons pas partir. Mon peuple a trop sacrifié. Si nous partons maintenant, les Allemands sauront que nous avons découvert la trahison de Derkor. Ils arrêteront tout le monde. Nous avions déjà eu des contacts avec lui. Jacques entrevoyait une autre possibilité. Et si on l'utilisait? En lui fournissant de fausses informations. En transformant ce désastre en opportunité? C'est Élise qui proposa le plan audacieux qui allait définir l'acte final de la mission. Nous restons. Nous continuons comme si de rien n'était. Mais tout ce que nous dirions à Derkor désormais serait faux. Chaque renseignement que nous lui fournirions serait conçu pour tromper les Allemands. Nous deviendrions une arme retournée contre eux. C'était incroyablement dangereux. Si Derkor se rendaient compte qu'ils avaient découvert sa trahison, ils pourraient tous les faire arrêter en quelques heures. Ils devraient maintenir une dissimulation parfaite tout en vivant et en travaillant aux côtés d'un traître. Mais c'était aussi une idée géniale. Les Allemands faisaient confiance à Derkor. S'ils pouvaient contrôler les informations qu'il fournissait, ils pourraient influencer les décisions stratégiques allemandes. Le vote fut unanime. Il resterait. Il tromperait le traître. S'ensuivirent 3 mois d'espionnage des plus éprouvants. Chaque conversation avec Derkor devenait une mise en scène soigneusement orchestrée. Ils lui ont fourni de faux renseignements sur les plans d'invasion alliés, fabriqué des informations sûres. Les réseaux de résistance dans d'autres régions, inventé des itinéraires d'approvisionnement et des concentrations de troupes qui n'existaient que dans leur imagination. L'essentiel était de rendre la tromperie crédible. Les faux renseignements devaient être suffisamment détaillés pour paraître authentiques, mais pas si extravagants qu'ils ne soient pas immédiatement rejetés. Ils ont mêlé vérité et mensonges, informations réelles et inventions, créant une trame de renseignements qui semblait crédible. Grâce aux communications radio de Jacques avec Londres, ils ont appris que les forces allemandes réagissaient effectivement à leur désinformation. Des troupes étaient repositionnées sur la base de renseignements fabriqués. Des ressources étaient détournées pour se défendre contre des menaces inexistantes. Mais la pression était énorme. Chaque interaction avec Derkor exigeait un sang-froid parfait, assis en face de l'homme qui avait livré des dizaines de leurs collègues à la torture et à la mort. Marie a admis plus tard qu'il y avait eu des moments où elle avait envisagé de tuer Derek elle-même. Je restais éveillé la nuit à y penser. Comment m'y prendre? Où? La seule chose qui m'arrêtait était de savoir que sa mort anéantirait notre capacité à tromper les Allemands. L'opération atteignit son point culminant en septembre 1943. L'équipe transmit à Derek des informations détaillées sur un prétendu plan de raid commando allié sur la côte belge le 28 septembre. Les renseignements précisaient le site de débarquement, le nombre de soldats et les objectifs. C'était une pure invention. Grâce à leurs contacts au sein de la résistance, ils apprirent que les Allemands avaient déployé un régiment entier pour se défendre contre ce raid inexistant. Plus important encore, ils avaient démantelé les défenses d'autres secteurs de la côte afin de concentrer leurs forces sur le site de débarquement fictif. Londres saisit immédiatement l'opportunité. Une véritable opération fut organisée à la hâte pour frapper les positions désormais affaiblies que les Allemands avaient abandonnées. Le raid fut un succès éclatant. Les infrastructures de communication vitales furent détruites. Des documents importants furent capturés. Les Allemands ne réalisèrent jamais qu'ils avaient été dupés par leur propre Agent Double. En octobre 1943, la mission avait accompli bien plus que prévu initialement. Même si le résultat ne s'était pas déroulé comme on l'avait imaginé. Mais la situation devenait intenable. Plus ils prolongeaient la supercherie, plus le risque d'être découvert augmentait. Londres ordonna leur exfiltration. L'opération était prévue pour la nuit du 22 octobre. Un avion lisandais devait atterrir dans un champ au sud de Bruxelles pour les récupérer. Ils laisseraient derrière eux de faux documents indiquant leur rappel pour une nouvelle affectation, maintenant ainsi l'illusion que leur mission était terminée. Naturellement,
La veille de l'exfiltration, ils rencontrèrent Derek une dernière fois. Il semblait détendu, voire joyeux, persuadé que sa supercherie tenait toujours. Ils lui fournirent un dernier renseignement mensonger, un cadeau d'adieu pour semer la confusion chez les Allemands. « Vous avez tous accompli un travail remarquable », leur dit Derek d'une voix chargée d'une fausse sincérité. Londres peut être très fière. Murray raconta plus tard avoir résisté à l'envie de le confronter, pour lui faire savoir qu'ils avaient découvert sa trahison et l'avaient retourné contre lui. Mais le silence était plus puissant. Le laisser croire que sa trahison avait réussi. Le laisser continuer à alimenter les Allemands. De nos mensajes. L'extraction se déroula sans accroc. À la faveur de la nuit, ils rejoignirent le point de rendez-vous. Le Lisandais atterrit, ralentissant à peine tandis qu'il se précipitait à bord. Quelques minutes plus tard, ils décollaient, laissant derrière eux la Belgique occupée. Alors qu'ils traversaient la Manche pour regagner l'Angleterre, Jacques posa la question qui brûlait les lèvres de tous. Fallait-il informer Londres immédiatement au sujet de Dercor? La question était complexe. S'il démasquait Dercor maintenant, il serait arrêté ou éliminé et le canal de désinformation serait coupé. Mais s'il gardait le silence, il pourrait continuer à trahir d'autres opérations. La décision finale ne leur appartenait pas. À leur arrivée en Angleterre, ils furent immédiatement débriefés par la direction du SOE. Celle-ci leur présenta les preuves contre Héricourt, le schéma des arrestations, l'observation par Elisa de sa rencontre avec la Gestapo, le test qui confirmait sa trahison. Ce qui suivit les stupéfia. Le commandant Boddington écouta leur rapport, le visage impassible. Une fois terminé, il resta silencieux un long moment, avant de prendre la parole. Henri Dercor travaillait pour nous depuis le début. C'était un agent triple. Nous l'avons retourné après son recrutement par les Allemands en 1942. La révélation fut sidérante. Derek avait joué un jeu encore plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Les Allemands le croyaient infiltré au sein du SOE. Le SOE était au courant de ses liens avec les Allemands et s'en servait pour diffuser de la désinformation à l'ennemi. Mais la vérité, plus sombre encore, éclata alors. Boddington poursuivit, nous ignorions totalement qu'il trahissait de véritables réseaux de résistance. Cela n'avait jamais été autorisé. Il était censé ne fournir que les renseignements que nous avions validés. Le tableau devint terriblement clair. Dercor, pris entre deux feux, fournissait aux Allemands de véritables informations sur les réseaux de résistance. Pour préserver sa crédibilité, tout en prétendant au SOE ne diffuser que De la desinformación a provee. il avait trahi les deux camps. Les arrestations, les morts, la destruction des cellules de résistance, tout cela n'était que trahison et non-opération de renseignement autorisée. Derek poursuivait ses propres objectifs, sacrifiant des vies humaines pour conserver son poste. Et, vraisemblablement, sa propre survie. Marie était furieux. Vous saviez qu'il était en contact avec les Allemands et vous nous avez envoyés travailler avec lui. Vous nous avez mis en danger sans nous prévenir. Boddington n'avait pas de réponse convaincante. Nous pensions le maîtriser. Nous nous sommes trompés. Et oui, nous aurions dû vous avertir. C'est notre faute. L'opération improvisée de l'équipe, visant à fournir de faux renseignements à Dercor, avait, en réalité, réussi au-delà de toute compréhension. Ils avaient involontairement pris le contrôle d'un agent triple devenu incontrôlable et l'avaient retourné contre les Allemands sans se rendre compte qu'il était censé être de leur côté. C'était, dans la logique absurde de l'espionnage en temps de guerre, à la fois un désastre et un triomphe. La question du sort de Derek devint un sujet de vif débat au sein des services de renseignement britanniques. Certains préconisaient son arrestation et son procès immédiat. D'autres souhaitaient continuer à l'utiliser maintenant que ses activités illégales avaient été révélées et pouvaient être contrôlées. Il fut décidé de rappeler Dercor à Londres sous prétexte d'une mutation. Il arriva en novembre 1943, ignorant apparemment que sa double trahison avait été découverte. Mais toute la vérité sur les activités de Dercor n'éclaterait qu'après la guerre. En 1946. Les enquêtes des services de renseignement français révélèrent l'ampleur de ces trahisons.
Au moins 33 résistants avaient été arrêtés et exécutés en raison des informations qu'il avait fournies aux Allemands. Il fut arrêté et inculpé de trahison par les autorités françaises en 1947. Le procès fit sensation, dévoilant le monde trouble de l'espionnage en temps de guerre, où les loyautés étaient floues et où chacun semblait tromper son prochain. Mais, coup de théâtre inimaginable pour ceux qui connaissaient ces agissements, D'Ercor fut acquitté. Les services de renseignement britanniques apportèrent un témoignage suggérant que ces actions avaient été autorisées, une allégation presque certainement fausse, mais politiquement opportune. C'était opportun. La guerre froide commençait et certains secrets étaient jugés préférables à laisser enfouis. D'Ercourt Retourna à la vie civile, sans toutefois jamais se défaire de l'ombre de ses activités de guerre. Il mourut en 1962 dans un accident d'avion au Laos, toujours impliqué dans des activités troubles, preuve que les vieilles habitudes ont la vie dure. Pour Marie, Louise, Élise et Jacques, les conséquences de leur mission en Belgique furent complexes. Ils avaient réussi d'une manière imprévue et échoué d'une autre, inimaginable. Les renseignements qu'ils avaient recueillis avaient sauvé des vies. Les réseaux de résistance qu'ils avaient aidés étaient authentiques. Mais ils avaient accompli tout cela aux côtés d'un homme qui avait du sang sur les mains. Marie retourna en Belgique après la guerre et consacra le reste de sa vie à travailler avec les survivants de la résistance. Elle mourut en 1989, sans jamais avoir évoqué publiquement son expérience de la guerre avant une série d'entretiens réalisés peu avant sa mort. Jacques resta au service des services de renseignement britanniques jusqu'aux années 1960, avant de prendre sa retraite pour écrire ses mémoires. Bien qu'il soit resté vague sur les détails de l'. Opération belge, interrogé sur D'Ercor, il se contentait de dire que la guerre rendait toute clarté morale impossible et que l'espionnage ne faisait qu'empirer les choses. Élise épousa un officier américain rencontré après la guerre et s'installa aux États-Unis. Dans une interview de 1978, elle revint sur son expérience. Nous pensions être les héros de notre propre histoire. Puis nous avons découvert que notre héros était un méchant. Ensuite, nous avons appris qu'il était censé être un héros jouant un méchant. Et puis, nous avons découvert qu'il était en réalité un méchant se faisant passer pour un héros, se faisant passer pour un méchant. Finalement, on réalise que les catégories elles-mêmes n'ont aucun sens. Il n'y avait que des choix et leurs conséquences, et la volonté de survivre assez longtemps pour voir la fin de la guerre. L'histoire de l'opération Turnabou, comme elle fut désignée dans les documents classifiés, demeure l'une des missions les plus complexes et moralement ambiguës de la Seconde Guerre mondiale. Elle a démontré à la fois le potentiel et les dangers du travail de renseignement. La façon dont la tromperie peut s'accumuler jusqu'à ce que plus personne ne sache vraiment de quel côté se trouve qui que ce soit. Les 33 hommes et femmes morts à cause des trahisons de D'Ercor sont aujourd'hui largement oubliés. Aucun monument, aucune plaque ne commémore leur sacrifice. Ils ont été tués dans l'ombre et leur souvenir y demeure. Victimes d'une guerre secrète au sein de la guerre. Mais leur histoire est celle des agents qui, sans le savoir, ont collaboré avec leurs traîtres et ont accidentellement transformé cette trahison en arme. Nous rappelle une vérité fondamentale de la Seconde Guerre mondiale. Derrière les batailles célèbres et les héros reconnus se cachaient d'innombrables drames plus modestes de courage et de trahison, de sacrifice et de survie. Où des gens ordinaires, confrontés à des choix impossibles, ont trouvé, tant bien que mal, une issue. Au cœur de cette mission d'espionnage de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas que de la trahison, mais aussi de la résilience. Non pas que de la tromperie, mais de la détermination. Et, plus important encore peut-être, la prise de conscience qu'à la guerre, et surtout dans la guerre secrète de l'espionnage. Rien n'est jamais ce qu'il paraît. Les dossiers de la mission ont été déclassifiés en 1998. Ils remplissent 17 boîtes aux archives nationales, des milliers de pages de documents qui racontent une histoire complexe et moralement ambiguë, que peu croiraient si elle n'était pas méticuleusement consignée. Alors que nous tournons cette page de l'histoire, des questions complexes demeurent. Quand la trahison est-elle justifiée? Quand la tromperie devient-elle un mal? Où se situe la limite entre le travail de renseignement nécessaire et le compromis moral? Les agents de l'opération Turnabou sont confrontés quotidiennement à ces questions. Derrière les lignes ennemies,
Ils n'ont pas toujours trouvé les bonnes réponses, mais ils ont survécu. Ils ont combattu. Et, à leur manière, aussi complexe soit-elle, ils ont contribué à gagner une guerre qui devait être gagnée. Leur histoire mérite d'être commémorée dans toute sa complexité, car la vérité de la guerre est rarement simple et celle de l'espionnage jamais limpide. Mais le courage nécessaire pour affronter les deux est indéniable. Voici l'histoire d'une mission d'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale, d'une trahison en territoire ennemi et de la frontière ténue entre héros et traîtres, lorsque chacun joue un rôle et que personne n'est vraiment ce qu'il paraît.